Bonjour à tous, vous êtes sur CGTN Français, bienvenue dans cette émission spéciale Bonjour 2019. Alors que nous avançons à grands pas vers la fin de l'année, il est donc le temps de faire le bilan, car ce fut une année riche en événements politiques et économiques pour la Chine. Afin de tracer le chemin parcouru par le développement du pays et d'identifier des perspectives pour l'année suivante, aujourd'hui sur le plateau avec nous, Monsieur Yang Mingzhu, ancien chef du bureau de correspondance à Paris quotidien de l'économie de Chine. Bonjour Monsieur Yang et merci d'être parmi nous. Bonjour. L'année 2018 touche bientôt à sa fin. Comment qualifiez-vous cette année pour la Chine en quelques mots-clés? Alors vous parlez de quelques mots. Bon, je ne vais pas parler trop de mots. Alors, mots de clé, ça veut dire que c'est le principal et l'essentiel. Donc, pour la Chine cette année, je pense immédiatement à ce mot qui est continuité. Continuité, pourquoi? Parce que la Chine a eu un grand succès pendant les 40 années de la réforme et de l'ouverture. Et elle a obtenu de grands succès sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan culturel, les relations avec l'extérieur, etc. Donc, je pense que ce mot peut raconter, peut exprimer nos vœux pour l'année 2019. C'est-à-dire que sur tous les plans, tout cela, et surtout cette politique de l'ouverture et de la réforme va continuer. C'est votre résumé pour l'année 2018 pour la Chine, donc la continuité dans tous les domaines. Exactement. Comme vous avez dit que cette année marque le 40e anniversaire de la mise en œuvre de la réforme et de l'ouverture, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours au rassemblement commémorant cette politique. Il a passé en revue les progrès remarquables que la Chine a accomplis durant les 40 dernières années et a salué le travail difficile de tous les jours du peuple chinois. La pauvreté, ce n'est pas le socialisme, il faut vivre avec son temps. Au début du discours de Xi Jinping, ce dernier a rappelé le guide du camarade Deng Xiaoping pour la politique de réforme et d'ouverture qui a commencé il y a 4 décennies. Après la 3e session plénière du 11e comité central du PCC, la Chine a pris la décision de mettre l'accent sur le développement économique. Un moment historique et de grands changements sont arrivés depuis. Après le 16e congrès national du parti, les communistes chinois ont élaboré le plan global pour construire un socialisme avec des caractéristiques chinoises centrées autour de la protection et de l'amélioration du bien-être de la population en encourageant l'équité sociale et la justice. Depuis le 18e congrès du parti, nous avons mis en place plus de 1600 initiatives de réforme, résolu de nombreuses questions difficiles et navigué à travers des courants dangereux. Le président chinois a résumé les progrès et accomplissements réalisés durant les 4 décennies. Il a indiqué que la Chine était restée engagée envers la protection de l'environnement et envers la grande cause de la réunion pacifique de la mère patrie. Xi Jinping a déclaré que durant les 4 dernières décennies, des efforts continus ont été faits pour renforcer et améliorer la direction du parti. Aucune tolérance n'a été montrée dans la campagne contre la corruption. La campagne anticorruption a livré une victoire écrasante. Le caractère révolutionnaire a fait de notre parti la colonne vertébrale du peuple chinois et de la nation chinoise, toujours en avance sur son temps. Les 40 ans d'expérience sont devenus le guide pour le futur. Xi Jinping a appelé à l'enrichissement et à la croissance de tels atouts à travers la réforme et l'ouverture. Il a ajouté qu'une nouvelle forme de relations internationales, où y figure la coopération gagnant-gagnant, devait continuer. La Chine ne cherchera jamais à se développer au détriment des intérêts des autres. Et elle n'abandonnera jamais ses propres droits et intérêts légitimes. La Chine poursuit une politique de défense nationale qui est de nature défensive et le développement de la Chine ne pose aucune menace à aucun autre pays. Xi Jinping a ajouté que la Chine était dans une position qui est similaire à celle de naviguer au milieu d'une rivière. Le courant devient fort, nous devons continuer et il est impossible de revenir en arrière. Faire de la Chine un grand pays socialiste moderne et arriver au rajeunissement national, c'est comme une course de relais dans laquelle le bâton est passé de génération en génération.
Par ailleurs, 100 personnes ont reçu le titre de pionniers de la réforme pour leur incroyable contribution. 10 étrangers venant de secteurs importants ont reçu le prix de l'amitié pour leur contribution à la réforme de la Chine. Il y a 2 semaines, la Chine a fêté le 40e anniversaire de la mise en œuvre de la politique de la réforme et de l'ouverture au Grand Palais du Peuple. Comment qualifiez-vous cette politique pour la Chine? J'ai toute la raison de souhaiter que cette politique va continuer, parce que vous m'avez demandé quel sera le mot-clé pour donner une image pour l'année prochaine. Je crois que cette politique qui s'est appliquée pendant plus de 40 ans dans notre pays a eu une réaction immense et a eu des succès grandissants, parce que nous avons vu que pendant les 40 années, en appliquant cette politique, le peuple chinois, dont le niveau de vie s'améliore de jour en jour, que le pays est devenu de plus en plus fort, que l'unité nationale ça se voit partout avec notre développement économique, avec les succès obtenus. Tout cela nous raconte une histoire inouïe, une histoire immédiate, une histoire qui va continuer. Depuis ces 40 ans, la Chine a progressé à une grande vitesse, mais au cours de cette année, la Chine a aussi connu des défis majeurs, comme par exemple la lutte contre la corruption, l'éradication de la pauvreté et la protection de l'environnement, etc. Et selon vous, la Chine a-t-elle été efficace pour répondre à ces défis cette année? Et notre pays a relevé tous ces défis pendant ces dernières années, et pendant qu'elle construit continuellement le pays selon cette politique définie par M. Deng Xiaoping il y a 40 ans. Mais bien sûr, comme chaque monnaie a son revers, quand on avance, il y aura des problèmes, c'est naturel. Cela n'empêche que nous devons être face fermement à ces défis et à ce problème. Le problème existe, mais la question réside dans la solution de ces problèmes. Je crois que la Chine, le gouvernement, avec le peuple, ont côte à côte, ont confronté à ces défis, par exemple, la lutte contre les féodalités, la pollution de l'air et l'éradication de la pauvreté de Chine, et surtout à la campagne chinoise. Je crois que les problèmes sont à résoudre, mais petit à petit, ils sont de plus en plus sur la route de la résolution. C'est quand même, les défis ne sont pas simples à répondre. Ce sont des vrais problèmes qui durent longtemps en Chine, mais le gouvernement a mené les efforts nécessaires à temps nécessaire. Oui, parce que c'est un problème qu'on doit résoudre au fur et à mesure, et avec une politique adaptée. Parce que ce n'est pas d'un jour à l'autre que ces problèmes soient résolus, mais nous pensons que les problèmes sont maintenant à mesure de éradiquer, par exemple, la pauvreté en Chine. C'était il y a 40 ans un pays pauvre, un peuple pauvre. La population menait une vie vraiment, on peut dire, misérable. Et 40 ans après, on voit que cette pauvreté à peu près éradiquée, mais il en reste quand même des problèmes. Et il en reste dans des régions reculées. Nous avons encore de la population pauvre, dont les enfants rencontrent aussi des problèmes de l'éducation, des problèmes de la nourriture, des problèmes de la nutrition.
Mais je crois que nos dirigeants et notre gouvernement sont face à ces problèmes, encouragent le peuple, encouragent les gouvernements locaux de bien travailler. Un jour, je crois que cela arrivera à un résultat que tout le monde soit content. Et c'est vrai qu'il y a dizaines d'années, on parle de diminution de pauvreté, et c'est à partir de cette année on commence à parler de l'éradication de la pauvreté, donc on voit le progrès. Et c'est à noter que l'année 2018 est la première année pour appliquer l'esprit du 19e Congrès national, et dont le plus grand thème est le peuple. Donc lorsqu'on parle du peuple, on parle forcément de la qualité de vie de la population. Donc d'après vous, quelles sont les améliorations les plus remarquables pendant cette année? Oui, le peuple, bien sûr, dans le discours du président Xi Jinping, il a mentionné à maintes reprises ce mot peuple. Parce que je crois que le Parti communiste chinois, sous sa direction, la Chine est sur sa voie de construction d'une société socialiste moderne. Moderne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple soit content de sa vie, soit content de son travail, soit content de sa vie quotidienne. Alors c'est pour ça que je crois que le peuple est toujours mis sur la scène, au centre de la scène de la Chine, et que quand le peuple soit satisfait, que on peut dire nous sommes sur une bonne voie, le train de TGV de la Chine est sur bon rail, que le pays avance. En suivant cette avance, le peuple avance également. Et on parle de l'amélioration de vie au quotidien, donc en tant que population chinoise aussi. Est-ce que vous sentez aussi une amélioration particulière ces dernières années? Alors moi, dans ce cas, je pourrais vous dire que je suis le témoin du changement du niveau de vie de la population chinoise. Je suis le témoin qui regarde de près ce changement qui évolue chaque année. Et ces dernières années, vraiment, il y a beaucoup d'exemples à donner. Et ce que je voudrais vous dire tout de suite, ce matin, j'ai écouté la radio. Et la radio nous a annoncé que le métro de Pékin a fait encore un rallongement sur la ligne 8. Et il y a de nouvelles gares, il y a de nouvelles lignes qui sont en train de construire. Et alors, il a donné des chiffres sur le métro de Pékin. Maintenant, à Pékin, on a 22 lignes de métro. On a 370 gares de métro. Nous avons en tout à peu près plus de 630 kilomètres de lignes de métro. Tout ça, c'est incroyable. Pendant moins de 30 ans que la Chine a construit un réseau, on peut dire, un réseau de lignes de métro de telle envergure et de telle rapidité, parce qu'on peut faire des comparaisons. Quand j'ai connu le métro de Paris, il y a plus de 40 ans, quand je suis allé faire mes études en France, le métro de Paris m'a vraiment étonné, m'a frappé d'une façon vraiment inouïe. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, nous avons eu à Pékin une seule ligne de métro qui est la ligne 1. Et pendant des années, la population de Pékin ne comptait que sur les autobus qui sont limités aussi, qui étaient limités, et on peut dire que à chaque jour, la vie était beaucoup moins pratique. Voilà, pour aller au travail, ce sont des autobus blancs à craquer, comme des sardines dans une boîte. C'est vraiment c'est ça. Donc, avec cette nouvelle ligne 8 qui est rallongée aujourd'hui, Pékin est fier de ses réseaux de métro.
Je suis d'accord avec vous, c'est que le transport, ça peut vraiment changer notre quotidien réellement, parce que c'est quelque chose qui nous concerne vraiment au quotidien de tous les jours. Tout à fait. Et on va parler de... cette année est une année riche en événements pour la Chine, avec le Forum BOA pour l'Asie, l'Organisation de coopération de Shanghai, donc l'OCS, et le Forum sino-arabe et sino-africain, surtout une première exposition de l'importation. Et comment voyez-vous la place de la Chine aujourd'hui dans le monde? Et premièrement, je veux dire que la Chine n'a jamais été, comme aujourd'hui, sur le centre de la scène internationale, premièrement. Deuxièmement, ses relations avec le monde extérieur, avec tous les pays du monde, se sont développées de façon très rapide. Et troisièmement, je vois aussi que cette Chine en réforme et en ouverture va enjamber encore d'une façon plus grande taille sur une nouvelle étape de ses relations avec l'extérieur. Par exemple, nous avons cette année beaucoup d'activités des relations internationales. Vous avez parlé de cette exposition, cette première exposition internationale d'importation. C'est une création, c'est une créativité pour la Chine, parce que en ce moment, après 40 ans de route, la Chine doit réfléchir, doit changer, la Chine doit corriger. Donc, cette exposition montre que la Chine a besoin du monde et le monde ne peut pas quitter la Chine. Alors, c'est un lien étroit entre la Chine et ses voisins et les grandes superpuissances du monde avec les petits pays lointains. Donc, la Chine, sur cette scène-là, elle est très libre, et elle est encourageante, elle donne une idée vraiment pour que tout le monde dit « Ah, oui, c'est ça la Chine ». Donc, nous en sommes fiers. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la Chine est non seulement un pays moteur dans l'économie, mais aussi dans la culture, dans plein d'autres domaines dans le monde? Exactement. Parce que quand l'économie se développe, la culture doit poursuivre. Et à côté, la culture, je veux dire que peut-être elle est encore plus importante que la seule économie. Parce que l'homme ne peut pas vivre seulement de ses repas, de ses fruits et de ses légumes. Elle doit vivre aussi de sa culture, de ses livres, de son histoire, tout ça. C'est la civilisation, c'est la culture. Et la Chine est un pays vieux de 5000 ans de civilisation et de culture. Elle a beaucoup à parler avec ses partenaires. Elle a beaucoup à recevoir aussi de leur côté. Donc je crois que les échanges culturels doivent suivre de près les échanges commerciaux et les échanges économiques. Et aujourd'hui, la Chine, comme vous avez dit, est un pays beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante par rapport à il y a des années. Et donc aujourd'hui, le pays pèse plus fort aussi dans l'influence culturelle. Et le Sénégal vient de clore un séminaire sur l'étude et le développement de la langue chinoise en Afrique, dans la capitale Dakar. Les discussions ont porté sur la théorie et la pratique de l'enseignement du chinois en tant que langue étrangère. La langue continue de jouer un rôle majeur dans les relations entre la Chine et l'Afrique. Le mandarin est le second langage le plus utilisé sur Internet, avec un intérêt croissant sur le continent africain. Nous avons compris incontestablement que la langue, elle est à l'image du pays. Et quand vous regardez dans le contexte international, on comprend bien quelle est la place de la Chine dans le contexte mondial. La Chine investit pas moins de 60 milliards de dollars chaque année en Afrique. Cette participation économique facilite une meilleure connexion entre l'Afrique et la Chine dans le secteur de l'éducation. D'ici 2050, elle pourrait devenir la première langue commerciale au monde. La langue chinoise est une langue obligatoire à BEM, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, un jeune manager a l'obligation de parler le mandarin
Et ce sera aussi bénéfique pour lui que pour l'image du pays, que pour l'image de nos entreprises dans le futur. À Dakar, les autorités locales préconisent désormais l'établissement d'un programme de formation à la langue, mais aussi à la culture et à la philosophie. Nous avons besoin de comprendre la sociologie, nous avons besoin de comprendre l'histoire, nous avons besoin de comprendre la philosophie de la Chine, pour que le Sénégal puisse aussi s'inspirer de ces éléments-là, s'approprier de ces éléments-là, pour pouvoir maintenant aller de l'avant, aller vers l'émergence. Au-delà de l'investissement dans l'enseignement de la langue chinoise, la Chine a massivement investi dans l'éducation en tant qu'aspect économique important, élément crucial de l'avenir des relations sino-africaines. La Chine a vraiment obtenu du succès dans tous les domaines depuis 40 ans. C'est vraiment une expérience très précieuse. J'espère que nos amis, nos frères africains pourront s'inspirer de cette expérience pour développer l'Afrique, pour développer davantage, pour développer les relations sino-sénégalaises et développer la société africaine. Chaque année, environ 40 instituts Confucius s'efforcent de promouvoir l'apprentissage du chinois et l'approche culturelle sur tout le continent. Aujourd'hui, de plus en plus de pays incluent le chinois dans leur baccalauréat et parmi les pays, y compris la Russie, l'Allemagne et l'Irlande aussi a également prévu d'inclure le chinois comme le choix de matière, sans oublier la France qui compte aujourd'hui plus de 150 universités et plus de 700 écoles primaires et secondaires proposant des cours de chinois. Et donc pour vous, la langue prend quelle place dans les relations internationales ? La langue, c'est un instrument d'échange culturel, économique, commercial, de tout. Sans langue, on ne peut pas faire rien du tout. Donc, je veux dire que la langue est très importante, même primordiale, pour une nation qui se développe. La Chine, pendant des années, quand elle fermait ses portes, les langues étrangères ne sont pas de cette façon dans la vie chinoise. On voit que au fur et à mesure que la Chine s'ouvre, que la Chine se développe, la langue devient très importante. Pour la Chine, ce sont les langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe, etc., etc. Mais pour ces autres pays du monde entier, le chinois prend une place de plus en plus importante, ce que j'ai vu de mes propres yeux, parce que j'ai travaillé pendant à peu près 5 ans sur les relations éducatives entre la France et la Chine. J'ai vu de mes propres yeux, vous avez mentionné des chiffres tout à l'heure, en France, donc dans les universités, dans les lycées, dans les collèges, que la langue chinoise donc se donne comme une langue officielle à partir de ces dernières années. Parce que quand je connais l'histoire de l'enseignement du chinois en France, c'était dans les années 50, il n'y a qu'un seul lycée qui s'appelle le lycée Montrouge dans la banlieue de Paris. Pour les universités, il n'y a que quelques-unes, par exemple l'université de Paris 7, l'Institut des langues et civilisations occidentales, on l'appelle l'ANGZO, et un peu comme Aix, l'université d'Aix, etc. Alors, c'était avant 1970. Et puis, on voit que les chiffres sont là. Plus de 600 écoles, collèges et lycées qui donnent l'enseignement du chinois, plus de 20 000 étudiants qui apprennent le chinois, et dans les lycées et les collèges, ce chiffre a atteint 50 000. Alors c'est un chiffre énorme pour un pays que la France, qui ne compte que 70 millions de population. Surtout en France, les langues européennes sont beaucoup plus importantes normalement. Voilà. Alors aujourd'hui, le chinois peut être le deuxième ou troisième langue étrangère. La Chine rattrape les autres langues, même dépasse les autres langues. Pourquoi? Parce que la Chine
est développée maintenant. La Chine est moderne. La Chine est ouverte. Et entre la France et la Chine, c'est toute une histoire, les langues. Alors nous, les francophones, nous avons appris la langue française et nos partenaires, ils ont appris notre langue. C'est faciliter nos échanges, c'est pour faciliter les relations bilatérales. Je me rappelle une grande personnalité française qui est M. Joël Pellazan, qui a été nommé comme premier inspecteur général de l'éducation nationale en France dans le domaine du chinois. C'est le premier cas. Alors avant, ça n'existait pas. Et cet ami qui est l'enseignant du lycée pour enseigner le chinois, et maintenant il est devenu une personnalité très connue en France, même en Europe, dans le domaine de l'enseignement du chinois. Et en parlant de l'influence de la Chine et la relation bilatérale, et comment allez-vous résumer les caractéristiques de la diplomatie chinoise cette année? La diplomatie chinoise est très, très riche cette année, ses mouvements, ses activités, ses festivités. Nous avons vu que l'année 2018 est d'une année pleine d'activités diplomatiques. En Chine même, à l'extérieur de la Chine, par exemple, en Chine, nous avons reçu à partir du début de cette année pratiquement les dirigeants de toutes les grandes puissances de ce monde, à partir du président des États-Unis, M. Trump, M. Macron, le jeune président de la République française, et Madame la Première ministre anglaise, et les autres. C'était vraiment une année très riche en événements politiques pour la Chine. Et donc c'est parti pour 2019. Pour accueillir cette riche année, le monde entier prépare les célébrations. Et chaque nation a sa propre façon de célébrer l'arrivée de la nouvelle année. Et certaines sont anciennes et ancrées dans la superstition. Et d'autres sont des adaptations plus modernes de vieilles habitudes. Et faisons maintenant un tour du monde des festivités en l'honneur du Nouvel An. En Nouvelle-Zélande, la tradition est de sortir ses plus belles casseroles à minuit et de les frapper. Le vin et la musique sont aussi associés pour marquer le passage à la nouvelle année. En Australie, à minuit, les 80 000 feux d'artifice installés dans le port de Sydney et sur le fameux Harbour Bridge s'enflamment pour plusieurs minutes dans une fériée de couleurs. En Espagne, il est de coutume que chacun avale un grain de raisin chaque coup de cloche jusqu'à minuit. En Angleterre, la tradition est de mettre dans sa poche une pièce de monnaie, un peu de sel et un morceau de charbon qui symbolise de l'argent, la nourriture et la chaleur. En Afrique du Sud, la tradition surprenante est de jeter les vieux appareils par les fenêtres pour commencer une nouvelle année. Et au Mexique, deux traditions qui consistent à porter des sous-vêtements rouges signifiant chance et amour et transporter des bagages vides pour que la nouvelle année apporte beaucoup de voyages. Il y a des 1001 façons pour fêter le Nouvel An et connaissez-vous d'autres coutumes pour célébrer la nouvelle année à travers le monde et quelles sont vos résolutions et vœux pour l'année et qui va venir? N'hésitez pas à partager avec nous sur notre site internet et nos réseaux sociaux. C'est la fin de cette édition spéciale Rétro 2018 et bonjour 2019. Merci Monsieur Yang pour votre partage et merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'équipe de CGTN français se joint à nous pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Bonne année.